Abdillah, d'ailleurs, le poissonnier Nasreddin. de Marrakech, en fait, c'est qu'il a levé le voile sur tout un écosystème que tout le monde connaît, mais en même temps sans le connaître. Ce problème que nous avons avec cette inflation par les coûts, il est directement lié à la nature des intervenants dans les marchés. Enfin, à l'origine, en tout cas, le facteur développeur de ce qui se passe en termes d'instabilité des prix alimentaires de grande consommation, c'est avant tout notre incapacité à avoir dopé et augmenté notre productivité. La question d'intermédiation, c'est un vieux sujet. Il revient au devant de la scène parce qu'aujourd'hui, nous avons une économie qui n'arrive pas à créer de l'emploi. On est toujours dans une forme de stagflation, donc une économie qui ne crée pas assez de richesses. Et en même temps, devant un État qui investit beaucoup. Si le gouvernement a choisi de travailler dès le début sur la politique de l'emploi, comme une entrée des politiques socio-économiques du pays, on aurait pu au moins gagner 2-3 points de croissance. Bienvenue Tariq Akdim. Merci pour l'invitation, c'est assez Rachid. Merci de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes économiste, spécialiste en politique territoriale et enseignant, ou avant tout enseignant, en tout cas vous nous direz. Bienvenue à cette émission de débat 7e sens, censée donner du sens au sens en matière d'actualité. Actualité dominée par spéculation, intermédiaire, inflation alimentaire, des prix, un sujet qui, alors je ne sais pas si c'est un enjeu de légalité ou un enjeu de moralité. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ça avec un peu de recul sur tout ce qui a pu se produire ces derniers jours? Je pense que je dirais les deux. D'abord, on parle bien d'un sujet de l'ordre de l'économie politique et qui intervient au moment crucial de l'évolution de l'économie marocaine. Vous savez qu'aujourd'hui, le sujet de l'inflation doit interpeller tous les acteurs, essentiellement le gouvernement et donc l'État, et puis tous les autres agents économiques qui travaillent pour évoluer la base économique du pays. Donc aujourd'hui, la base économique du pays pose problème. Quand vous dites base économique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la base productive du pays. On a longtemps hérité d'un langage, notamment des économistes, qui disait que la valeur ajoutée vient essentiellement de l'agriculture, à 17% du PIB. Aujourd'hui, ces 17% là sont quelque part perdus. Et donc, suite bien sûr à tout ce que vous connaissez déjà, le fameux triptyque Covid, impact du Covid, inflation, sécheresse, et puis les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour faire face à ça. Mais on peut pas analyser la problématique de l'inflation en se basant seulement sur une vision tributaire de ce triptyque. Est-ce que Tariq Akdim est en train de dire qu'il faut déjà se pencher et que peut-être que à l'origine en tout cas, le facteur développeur de ce qui se passe en termes d'instabilité des prix alimentaires de grande consommation, c'est avant tout notre incapacité à avoir dopé et augmenté notre productivité, c'est-à-dire l'offre. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire? Je termine juste la première question, moralité, les deux, moi je dirais. C'est un problème moral, bien sûr, parce que la responsabilité est celle de l'État de contrôler toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire contrôler l'approvisionnement, de ne pas contrôler les prix. Oui, contrôler toute la chaîne de valeur du produit depuis la matière première jusqu'à le produit final. Ça, on n'a pas des mécanismes de contrôle et de surveillance, malheureusement, qui nous permettent en fait de réguler comme il faut sur les mécanismes de concurrence. Et puis, c'est un sujet aussi de l'ordre d'égalité, puisque aussi, on doit aussi prendre en compte cette égalité dans l'accès des gens à ces produits-là. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a celles et ceux qui sont pointés du doigt, essentiellement d'ailleurs, les intermédiaires, on le voit depuis quelques jours, intermédiaires dits spéculateurs, même si tous les intermédiaires ne sont pas spéculateurs, mais certains seraient intermédiaires et spéculateurs à la fois. Est-ce que pour vous, de pointer du doigt les intermédiaires, est-ce que par quoi? Parce qu'ils ne respectent pas la loi? Parce que c'est immoral, comportement immoraux? C'est un vieux sujet. La question d'intermédiation, c'est un vieux sujet. Il revient au devant de la scène parce qu'aujourd'hui, nous avons une économie qui n'arrive pas à créer de l'emploi. De deux, une économie qui peine. On est toujours dans une forme de stagflation, donc une économie qui ne crée pas assez de richesses. Et en même temps, devant un État qui investit beaucoup, donc lourdement dans la tâche. Mais maintenant, la question des prix est à la fois une problématique macro et micro. Je vais dire même méso. Aujourd'hui, l'État ne s'est pas intéressé aux méso. Pour comprendre exactement. C'est-à-dire méso, c'est-à-dire rentrer dans le fond de l'écosystème. Exactement. C'est-à-dire aller segmenter les chaînes de valeur et comprendre comment cette segmentation se fait. C'est-à-dire quel instrument permettant de connaître exactement les intermédiaires. C'est un problème aussi de confiance dans les marchés, puisqu'on parle toujours de l'économie politique de marché, mais c'est un problème de confiance.
que doivent avoir les intermédiaires qui travaillent bien sûr certains travaillent dans des marchés organisés, mais d'autres non. Parce qu'il ne faut pas dire que tout n'est pas organisé. C'est organisé. Le problème aujourd'hui, c'est l'absence d'un texte qui organise cette intervention de ces intermédiaires. Et puis d'abord, il faut les connaître, parce qu'en fait, il y a un problème. Il y avait un responsable ministériel qui avait dit, on a compris qu'on ne connaît pas ces intermédiaires. D'abord, il faut que l'État connaisse ces intermédiaires-là, comment ils travaillent, et puis faire en sorte de mettre en place d'abord un système de confiance. Parce qu'il y a un problème de confiance. Et qui a fait, parce que qu'est-ce qui fait que les prix sont... Aujourd'hui, on vit dans une forme de stagflation, c'est parce qu'il y a un problème de confiance entre les intermédiaires et l'État. Donc, problème de confiance entre le public et le privé, en l'occurrence le privé, bien entendu. Les intermédiaires. Mais donc, du coup, est-ce que Tarek Agdim est en train de dire aussi que fondamentalement, la responsabilité, elle est diluée aujourd'hui? C'est-à-dire que ce qui a constitué un espèce de révélateur pour un certain nombre de nos concitoyens avec ce jeune de Abdillah, d'ailleurs, le poissonnier de Marrakech, en fait, c'est qu'il a levé le voile sur tout un écosystème que tout le monde connaît, mais en même temps sans le connaître, notamment les pouvoirs publics. Vous dites sur l'approche méso, c'est-à-dire effectivement tous ces petits écosystèmes avec donc du coup un climat de défiance entre partenaires publics et privés. Tout à fait. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin des gens, des décideurs aussi territoriaux qui travaillent main à main avec ces intermédiaires-là pour comprendre exactement où est le problème. Parce que souvent, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas décortiquer, qu'on ne pourrait pas analyser de manière à ce qu'on puisse comprendre où réside le mal. Et je l'avais dit il y a 2 ans, que ce problème que nous avons avec cette inflation par les coûts, il est directement lié à la nature des intervenants dans les marchés. C'est-à-dire aujourd'hui, d'abord, il faut que l'État les connaisse. 2, il faut qu'on puisse mettre en place un dialogue. Quand vous dites l'État les connaisse, parce que jusqu'au marché de gros et à la sortie du marché de gros, l'État connaît. C'est-à-dire que là où il y a cette zone d'ombre, plus ou moins a priori, zone grise entre marché de gros et marché de détail. Exactement. Donc, mais ça veut dire que les principaux acteurs intermédiaires qui sont connus des pouvoirs publics ou sont censés être connus des pouvoirs publics jusqu'à la porte de sortie des marchés de gros. Je pense qu'il ne suffit pas de s'arrêter à ce niveau-là. Il faut aller au-delà. Et comprendre ceux qui travaillent entre les deux, c'est-à-dire l'entre-deux acteurs, c'est-à-dire ceux qui sont connus du marché, connus des acteurs de l'intermédiation, et puis ceux qui travaillent à côté et qui travaillent dans l'informel et qui gagnent des marges entre l'approvisionnement et la logistique. Surtout, après, ça dépend des produits. On des produits de consommation alimentaire, on parle de poisson, de la sardine en particulier, de la tomate, du concombre et de l'oignon. Sauf que depuis 2014, il y a eu une loi qui a été votée et qui est appliquée en matière de liberté des prix et de la concurrence. La loi d'ailleurs 104/12, pour être plus précis. C'est-à-dire que concrètement aujourd'hui, Tarek Agdim, depuis 2014, l'État n'a pas à intervenir sur les prix. Et donc c'est faire jouer toute la concurrence, ni l'État, ni les institutions, et ni une institution d'ailleurs comme le Conseil de la concurrence, puisque Ahmed Raoult l'a rappelé il y a une dizaine de jours, a dit attention, il faut pas qu'il y ait de confusion dans les esprits. L'État et le gouvernement, en l'occurrence, n'intervient pas sur les prix, il ne peut pas intervenir sur les prix. Non, je suis pas d'accord. C'est la loi. C'est la loi qui a été votée en 2014. Le texte, il peut toujours être revu. Dans ce texte-là, il y a beaucoup d'articles qu'il faut les remettre en lumière et les mettre dans leur contexte. Parce qu'on oublie que c'est une question de contexte aussi. C'est-à-dire ce contexte actuel qu'on est en train de vivre est une idée. Parce qu'à la fois, nous avons 2 problèmes qui vont ensemble. Et donc, on arrive, c'est-à-dire le taux de chômage et le problème de l'inflation. Certains ne font pas ce lien. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant que vous parliez de ça parce qu'on allait aborder aussi en fin de débat cette nouvelle stratégie emploi qui vise la création de plus de 1,4 million d'emplois à l'horizon 2030. Je crois 360 000 d'ici 2026. Donc vous faites un lien entre. Aujourd'hui, il y a 2 sujets en fait, et c'est pour ça que ça a pris beaucoup d'ampleur. C'est cette inflation des prix alimentaires, de denrées de première nécessité. Et en même temps, l'aggravation du taux de chômage. Exactement. Je pense que ces 2-là font qu'aujourd'hui, on ne peut pas agir seulement avec cette vision orthodoxe des politiques économiques de rigueur ou de relance. On ne peut plus être dans cette vision-là parce qu'aujourd'hui,
le gouvernement est là, il a un recul sur certaines problématiques, notamment sociales, mais en même temps, il a perdu la main sur la question du chômage, de l'emploi. À moins de 2 ans Donc vous dites-vous, en fait, ce qui rend compliqué la tâche de l'exécutif, c'est le texte. Il faut revenir au texte. Est-ce que la situation, c'est le rôle des ce juristes. texte, effectivement, il y a un article, je crois que c'est l'article 4 d'ailleurs, qui permet et qui donne en toute légalité les moyens à l'exécutif et au gouvernement de pouvoir surseoir et de suspendre temporairement, de pouvoir intervenir sur les prix pour une durée de 6 mois reconductible de mémoire, mais dans un cas très précis, il faut que les circonstances soient atténuantes et dans un contexte extraordinaire. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a le kilo de sardines, même quand il atteint 25 dirhams, est-ce que c'est suffisamment tendu comme situation et comme contexte pour pouvoir demander et exiger auprès de l'exécutif d'actionner l'article 4 de la loi 104/12 ? Ça, dans les textes, c'est une chose. Dans les faits, je pense que le rôle de l'État aussi, surtout, je parle du gouvernement, c'est surtout sa mission aujourd'hui, c'est l'État social, c'est-à-dire le retour de l'État social. Sa mission, c'est aussi de veiller sur l'équilibre de la paix sociale. Aujourd'hui, quand on parle des prix de l'indice des prix alimentaires, c'est un problème de paix directement, de paix sociale. Mais ça peut être un choix politique, Tarek Hakdim aussi aujourd'hui, de dire voilà, cette aide directe pour les populations défavorisées, c'est là où j'interviens. C'est je continue à subventionner aussi le gaz butane, je continue à subventionner, donc intervenir sur le prix au niveau du sucre et de la farine de blé, la farine blanche pour le pain, et je distribue des aides directes. Après le reste, c'est une économie de marché. Le marché est libre et c'est l'offre et la demande qui fixent les prix. Ça peut être aussi, c'est ça un peu la posture d'ailleurs et la position de l'exécutif. La position de l'exécutif, je pense qu'il y a on se trompe on se trompe de chantier. Parce qu'en fait, si l'exécutif s'enrôle et de veiller à l'équilibre de la paix à travers toutes les aides qui ont été mises en place dernièrement, ces 2-3 années, aujourd'hui, il faut vraiment s'asseoir et dire exactement est-ce que ces aides-là ont eu exactement un impact sur le pouvoir d'achat des ménages. C'est un grand débat. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, les ménages... C'est un débat qui doit être posé aujourd'hui, selon vous, en disant, voilà, parce que vu les tensions qu'il y a sur les prix, c'est l'inflation alimentaire et sur le chômage, oui. Je crains fort que l'objectif poursuivi par le gouvernement au début, je crains qu'il soit plus ou moins biaisé par d'autres indicateurs. C'est-à-dire d'autres indicateurs. C'est-à-dire aujourd'hui, le gouvernement, dès le début, il a choisi de travailler sur les politiques sociales. Mais quand on parle de politique sociale, le premier indicateur pour aider les ménages les plus démunis, on les connaît aujourd'hui avec le RSU, on a tous les indicateurs. Toute la data là-dessus, c'est la data qui nous permet de bien les près cibler. de 4 millions de ménages, à peu près 12 millions de personnes. Au-delà de la problématique du ciblage, on ne va pas rentrer dans ces détails peut-être. Oui. Le problème du ciblage aujourd'hui est une question purement méthodologique. C'est-à-dire aujourd'hui, tous les indicateurs qui ont été pris en compte ne sont pas bons pour analyser le vrai niveau des ménages marocains, surtout les ménages, c'est-à-dire des ménages les plus démunis. Donc il y a un vrai débat là-dessus. Il faut qu'il y ait un vrai débat là-dessus. Parce que si on a choisi de travailler sur le premier indicateur de paix, c'est-à-dire la création des emplois dans des secteurs stratégiques et qui permettent de créer de la richesse, on aurait pu faire face au problème des prix. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que si, mettons, il y avait une dynamique d'emploi qui serait plus conséquente que celle que nous avons aujourd'hui, effectivement, la sortie du poissonnier de Marrakech, du jeune poissonnier citoyen de Marrakech, aurait eu moins d'impact, selon vous, que l'impact qu'a eu sa sortie. Bien entendu. C'est-à-dire que si le gouvernement a choisi de travailler dès le début sur la politique de l'emploi, comme une entrée des politiques socio-économiques du pays, on aurait pu au moins gagner 2-3 points de croissance. On aurait pu faire face à la question de l'inflation. Je pense qu'il y a un problème de méthodologie choisie. Donc, en tout cas, la solution pour vous, Tarek Hakdim, dans votre raisonnement et votre réflexion économique, c'est pas d'adosser la responsabilité aux intermédiaires. Cette inflation des prix et puis tout ce qui a pu être dénoncé d'ailleurs pacifiquement par le jeune poissonnier de Marrakech, vous vous dites en fait, pour le gouvernement et pour l'exécutif, s'il y avait eu une dynamique d'emploi, de création d'emplois beaucoup plus importante, on n'aurait pas eu cette configuration, cette situation.
Ouais, je pense qu'on traverse des paradoxes très intéressants. On est dans une situation paradoxale très intéressante. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réguler. Moi, je suis pour la régulation de l'État. Mais cette régulation, il doit se baser sur une data qui est suffisamment travaillée. Une data territoriale Oui, sur les territoires, en fait. Parce que l'inflation, vous dites, en fait, ces sujets-là, c'est du méso, donc il faut aller dans les territoires. Exactement. Sur la nouvelle stratégie emploi, justement, on va basculer. Donc, oui. Parce que c'est intéressant, vous avez fait ce lien entre l'inflation alimentaire, comment on peut la combattre aussi, comment on peut y faire face, en tout cas. Donc, avec cette approche méso par territoire aussi, et de se dire aussi qu'il y a une relation, un corollaire avec la dégradation de l'emploi ces dernières années. Et que du coup, l'écho plus conséquent aujourd'hui de celles et ceux qui dénoncent la flambée des prix et des denrées alimentaires, c'est aussi la conséquence directe d'une dégradation continue et structurelle de l'emploi. Vous avez vu comment nouvelle stratégie emploi qui a été dévoilée la semaine dernière par le gouvernement et par l'exécutif, 1,4 million d'emplois à l'horizon 2030 de créer. Je ne sais pas s'il parle en net ou pas, mais en tout cas, c'est si les conditions climatiques pour commencer. Sont réunis et les conditions climatiques et la création d'emplois de 350 000 emplois d'ici 2026, c'est-à-dire demain. Enfin, demain, quand je dis demain, c'est-à-dire l'année prochaine. Vous là-dessus, qu'est-ce que... Moi, je reste très sceptique sur les chiffres, en toute sincérité. C'est-à-dire, je ne dis pas que l'État il a mis en place un vrai arsenal juridique et institutionnel très intéressant pour redynamiser la nouvelle charte de l'investissement, sur laquelle aujourd'hui il y a un effort très considérable notamment du gouvernement. Mais aujourd'hui, la nouvelle stratégie, il a mis en place 8 initiatives. Oui. Notamment... C'est beaucoup 8, non Certains diraient que 2-3, c'était largement suffisant si elles sont atteintes. Oui, mais bon, après, en tout cas, il y en a effectivement 8. Mais sur la TPME, la PME, comment il va accélérer, comment il va participer à la mise en œuvre des projets avec un repositionnement a priori d'accompagnement, avec un rendement du personnel. On parle d'1 milliard, je pense, pour recréer des emplois dans le monde rural. On parle de 2 milliards pour... 1 milliard pour préserver les emplois existants. Oui, et 2 milliards pour l'efficacité des programmes de l'emploi. De l'emploi en matière d'insertion. Nous avons une agence nationale de l'emploi. Oui. J'ai oublié de vous dire que dernièrement, je travaille beaucoup sur l'économie institutionnelle. C'est dans les problématiques institutionnelles aujourd'hui. Nous avons des institutions qui accompagnent cette transition. Et ces institutions-là restent tributaires aussi des changements de l'architecture institutionnelle gouvernementale. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez une agence nationale de l'emploi sur laquelle aujourd'hui, la nouvelle stratégie, le chef du gouvernement, il parle de ça. Et il faut mettre en place un programme gouvernemental, mais dont les attributions restent tributaires du programme structurel. Est-ce que c'est pas trop de bureaucratie alors que le vrai sujet, c'est de pouvoir fluidifier, simplifier l'acte d'investir et ce qui permettrait de simplifier aussi la création d'aides d'emploi. Mais cette nouvelle stratégie, donc 350 000 emplois d'ici 2026, je rappelle que le solde, on sort de ces dernières années, encore en 2024, un taux de chômage de 13,3%, où on détruit beaucoup plus d'emplois qu'on en crée. Et là, on nous annonce un solde positif de 350 000 emplois à l'horizon 2026. C'est toujours sceptique ? Je reste très sceptique sur les chiffres, parce que vous savez qu'aujourd'hui, quels sont les secteurs qui créent le plus d'emplois pratiquement, pour dire très sincèrement. En tout cas, ce n'est pas l'État, parce que l'État crée de moins en moins d'emplois. Oui, c'est le BTP. Non, c'est plus le BTP, c'est l'activité, c'est les services. C'est les services, mais après, vous avez le BTP qui arrive en 3e ou 4e. Les services, la nature de l'emploi dans les services reste aussi très tributaire aussi des changements des fonctions de certains secteurs, certaines branches. Et des nouvelles technologies aussi. Et de nouvelles technologies, mais ça reste pas aussi important. Et donc aujourd'hui, on perd plus d'emplois. Malheureusement, même si l'État investit beaucoup, le taux d'investissement la FBCF, la formation brute du capital, est très élevé. Il est passé on a triplé. C'est la FBCF. Alors, on investit beaucoup. Oui, mais bon, la rentabilité de l'investissement public, elle n'a pas doublé, n'a pas été multipliée par 2, par 3. Mais simplement de se dire aujourd'hui, 15 milliards de dirhams mobilisés. Des chiffres qui sont annoncés, même si ça rend à l'air avec des sceptiques, les 350 000 créations d'emplois d'ici 2026 et 1,4 million d'emplois d'ici 2030. C'est 15 milliards de dirhams qui sont mobilisés pour cela. C'est quand même de l'argent public, c'est l'argent de nos impôts. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, dans la stratégie, il y a des choses très intéressantes, certes. Comment, en fait, on va aussi accompagner ceux qui sont en reconversion professionnelle, il y a des choses qui sont intéressantes. Mais sur les chiffres, je reste très
Sceptique, pourquoi? Parce qu'on ne montre pas comment on va faire. Ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas la stratégie, c'est le plan d'action. C'est aujourd'hui la promesse de l'emploi et c'est une problématique structurelle. Aujourd'hui, on ne peut pas gagner 3 points de croissance ou 2 points de croissance pour l'année à venir si on ne travaille pas sur un plan d'action réalisable et réalisé. Sur l'approche territoriale, apparemment, qui est un peu le parent pauvre de cette nouvelle stratégie, je vous pose cette question très ciblée et très singulière parce que vous êtes spécialiste en politique publique depuis des années. Il n'y a pas une approche territoriale. On sait très bien qu'il y a de fortes inégalités, à la fois économiques, territoriales et également sociales. Donc on a l'impression que cette nouvelle stratégie aussi se recentre et se reconcentre essentiellement sur les pôles économiques régionaux les plus dynamiques et pas forcément une approche particulière et singulière en direction des territoires qui sont moins riches économiquement et socialement. C'est toujours l'État qui accompagne, c'est-à-dire rendre capables les territoires. On est toujours dans l'État qui accompagne les territoires. Dans la feuille de route, le chef de gouvernement, il a souligné qu'il va accompagner, c'est-à-dire on demande la participation essentiellement des présidents de conseils régionaux. Malheureusement, on n'a pas encore de vrais débats au niveau territorial sur quels sont les secteurs stratégiques qui créent de l'emploi. Et en même temps, c'est un travail aussi sur la fiscalité, parce qu'il faut qu'on puisse aussi adapter la fiscalité aux territoires qui sont moins avantageux et pour qu'on puisse aussi arriver dans cette armature actuelle territoriale qui est très bénéfique pour certaines régions mais très défavorable pour d'autres, chercher des investissements suffisamment où l'agilité est l'aspect le plus important sur lequel l'agilité des secteurs, des entrepreneurs qui vont s'installer dans des territoires les plus défavorisés. C'est-à-dire où plus le territoire est défavorisé, plus il faut rendre facile, en tout cas, l'acte d'investir et de créer la richesse. Oui, c'est ça en fait. Nombre d'entrepreneurs qui créent des entreprises, pratiquement dans les dernières années, c'est essentiellement dans les grands pôles. Tanger, Casablanca, vous les connaissez. On voit le dernier chiffre de l'Olympique, je crois qu'il y a eu 95 000, à peu près 100 000 entreprises qui ont été créées et une majorité d'entrées sur les 3 régions les plus riches du pays. Oui, c'est toujours les mêmes 3 régions. Cela veut dire qu'il y a un effort. Il faut inverser les processus. Et puis cette problématique de l'emploi n'est pas une problématique conjoncturelle. On ne peut pas vous dire aujourd'hui, demain, en 2026, on va créer 100 000 emplois. Par quel mécanisme, si on ne crée pas un choc, je dis bien un choc de l'offre permettant aujourd'hui de faire face. Choc de l'offre. Alors c'est intéressant, Tariq Agdim, vous avez fait un lien au tout début du débat 7e sens avec vous. Inflation alimentaire, dégradation du taux de chômage. Donc le choc de l'offre aujourd'hui, si on ne crée pas ce choc de l'offre, on ne pourra pas à la fois résoudre l'inflation sur les produits alimentaires et surtout le fait que ce soit extrêmement fluctuant en matière de prix et à la fois la question du chômage si on ne produit pas plus et qu'on ne produit pas qu'on n'a pas une offre en matière de production qui soit beaucoup plus importante. Il faut un vrai choc d'offres parce qu'aujourd'hui, l'ambition, elle est là, elle est très grande, mais la réalité peine à émerger, à mon avis. Donc les intermédiaires, pas forcément les seuls responsables de l'inflation alimentaire que nous vivons, même si vous êtes d'accord pour dire qu'il faudrait réduire les circuits, mais le sujet, il est peut-être ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir une approche beaucoup plus territorialisée et méso, parce que les experts comme vous, voilà, pour bien connaître, pour bien identifier la problématique, pour bien y répondre. Et puis pour avoir de la donnée aussi, la data. Et pour avoir de la vraie data, plutôt que de partir un peu dans tous les sens, et de se dire qu'effectivement, on est dans un environnement aujourd'hui où c'est l'économie de l'offre et de la demande qui fixe et qui régule en tout cas les prix, et non pas l'État depuis 2014 et la loi qui a été mise en place en 2013. Dégradation du chômage et la réponse du gouvernement avec la nouvelle stratégie de l'emploi. Vous dites que vous n'aimez pas trop les chiffres, et donc il est un peu 350 000 emplois Quand nous avons un chiffre comme ça, pour moi, ça ne me dit rien si on ne m'explique pas comment on est Qu'est-ce arrivé qu'on à met ce derrière. chiffre. Voilà. Merci infiniment à vous en tout cas. Éclairage analytique, dynamique de Tariq Agdim, spécialiste des politiques territoriales. Je vais démarrer par enseignant d'abord, non? C'est mieux, ouais. Tariq Agdim, enseignant, économiste et spécialiste des politiques territoriales. Donc c'est intéressant aujourd'hui d'avoir votre approche territorialisée à la fois de l'inflation alimentaire et de la problématique du chômage à la lumière de la nouvelle stratégie emploi. Merci à vous et à très bientôt. À très très vite. 7e sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.